Hola, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle affaire criminelle qui s'est déroulée en Australie. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être informé lorsque je sortirai une nouvelle affaire. Christina Watson, plus connue sous le nom de Tina, avait 26 ans à l'époque de l'affaire et elle vivait à Birmingham en Alabama aux États-Unis avec ses parents Cindy et William Thomas et sa sœur cadette Alanda. Tina n'était pas la fille biologique de Cindy et William. Après sa venue au monde, elle a été abandonnée dans un orphelinat aux États-Unis par ses parents biologiques. Et quelques années après, le couple, qui avait déjà leur fille Alanda, ont décidé d'adopter la petite Tina. Elle était décrite comme une jeune très heureuse, dotée d'une énergie contagieuse, une amoureuse des animaux et elle était toujours très souriante. Malgré sa joie de vivre, Tina avait un gros problème de santé depuis son enfance. Elle souffrait de tachycardie paroxystique supraventriculaire, ce qui altérait sa fréquence cardiaque. À cause de sa maladie, elle devait prendre un traitement très lourd qui causait plusieurs effets secondaires, comme un mal-être, un manque d'énergie. Mais en 2001, alors qu'elle avait 24 ans, elle a subi une opération pour corriger ce problème. Et à partir de là, elle a commencé à mener une vie beaucoup plus douce et en bonne santé. La jeune femme a pu commencer à pratiquer certains sports et faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire auparavant. Elle étudie à l'université de l'Alabama et le 31 décembre 2001, elle s'est rendue à une fête organisée par sa faculté pour célébrer la fin de l'année. Lors de cette fête, la jeune Tina a été abordée par un garçon appelé David Gabriel Watson, plus connu sous le nom de Gaby. Tina le connaissait déjà car elle étudiait au sein de la même université. Ils étaient amis. C'était un jeune homme assez grand, très sociable, qui se faisait des amis facilement. Il avait déjà tenté un rapprochement avec Tina, mais à l'époque, elle était déjà en couple avec un autre garçon. Elle avait donc refusé de le fréquenter, mais cette fois-ci, elle était célibataire. Donc, ils ont commencé à discuter, à s'intéresser l'un à l'autre, et après cette fête, ils ont continué à sortir ensemble. Et après quelques temps, ils se sont mis en couple. La famille de Tina aimait beaucoup Gaby. Ils voyaient à quel point il la rendait heureuse, elle souriait tout le temps à ses côtés. Certaines fois, d'après la famille, ils trouvaient qu'il essayait de la contrôler. Mais la famille pensait que c'était un détail mineur. Ils n'y voyaient pas de mal, ils étaient contents pour leur fille. Gaby avait un hobby qu'il adorait, la plongée. Il aimait tellement ça qu'il avait pris plusieurs cours pour devenir un plongeur professionnel. Il a pris des cours de plongée, là-bas il nageait dans des piscines de différentes profondeurs dans le but de simuler une plongée en mer. Par la suite, il a également pris 2 autres cours au Advanced Open Water, un cours avancé pour plongeurs, et le Rescue Driver, un cours de plongée sauveteur. Au cas où un accident arriverait, durant une plongée, il serait apte à aider ou même à sauver une personne. Après avoir pris tous ces cours, Gaby était considéré comme étant un excellent plongeur expérimenté et qualifié. Lorsque Gaby et Tina ont débuté leur relation, le jeune homme lui a tout de suite parlé de sa passion et il l'a convaincu de prendre des cours de plongée. Mais les choses n'allaient pas très bien car d'après l'instructeur, Tina était une plongeuse problématique. Car elle avait peur de l'eau, elle s'est sentie mal à diverses reprises lors de ses cours de plongée. Mais malgré cela, elle a réussi à finaliser ses cours de plongée d'une durée de 4 mois. Elle a obtenu une qualification de plongeuse. Le couple vivait une belle vie commune, tous les gens qui les voyaient les trouvaient très complices et amoureux. Ils paraissaient très heureux et satisfaits de leur relation. Ils étaient si heureux qu'à peine 1 an après, Gaby a raconté à ses amis et sa famille qu'il avait acheté une bague de mariage pour Tina. La jeune femme était déjà au courant pour la bague et l'intention de Gaby de la demander en mariage. Cependant, il ne lui a finalement pas demandé sa main en 2002, il lui a demandé le 20 avril 2003, un dimanche de Pâques. Ce jour-là, il a organisé une chasse aux œufs pour Tina, un moment très romantique où elle devait trouver l'œuf qui contenait le papier avec la demande en mariage. Lorsque Tina a finalement trouvé cet œuf, elle n'a pas réussi à lui répondre oui ou non. Elle a commencé à rire et crier de joie, tellement elle était heureuse et amoureuse. Comme cadeau de mariage, le père et la grand-mère de Gaby ont offert au couple un voyage pour faire de la plongée dans la barrière de corail en Australie. C'était un endroit magnifique et très prisé des plongeurs, ils étaient très enthousiastes.
Gaby a commencé à tout organiser pour le voyage, il a même souscrit une assurance voyage. Il a également demandé à Tina d'augmenter son assurance vie et de le désigner comme unique bénéficiaire. À cette époque, William, le père de Tina, était le bénéficiaire de l'assurance. Alors Gaby lui a dit que comme ils allaient se marier, elle devait plutôt le mettre lui en bénéficiaire. Cependant, Tina a préféré en parler à son père avant. Son père lui a dit que oui, elle pouvait désigner son futur mari comme bénéficiaire, mais qu'il était préférable d'attendre le mariage pour prendre ce genre de décision. Et donc, c'est ce que la jeune femme a fait. Elle changera le nom du bénéficiaire après le mariage. Leur mariage a eu lieu le 11 octobre 2003 et 2 jours après, ils se sont envolés pour l'Australie pour leur lune de miel. Comme je vous l'ai dit, Gaby avait tout planifié. L'endroit où ils allaient plonger, le naufrage historique d'un navire qui a coulé en 1911. À 9h du matin, le 22 octobre 2003, Gaby et Tina se sont rendus sur le lieu de plongée. Sur place, l'agence leur a donné toutes les informations nécessaires. Ils se sont également entretenus avec chacun des plongeurs pour savoir s'ils avaient besoin ou pas d'un instructeur avec eux. Entre-temps, Gaby et Tina ont fait l'entretien ensemble et ont refusé que l'instructeur les accompagne. Sur le formulaire, Gaby a répondu qu'il avait déjà fait plus de 50 plongées et cela était vrai, mais il n'a pas précisé que toutes ces plongées n'étaient pas forcément en mer. La majorité s'était déroulée dans des piscines. Tina n'a pas informé les instructeurs sur sa peur de l'eau, car cela l'aurait obligée à avoir un instructeur. Le couple a donc plongé seul. Avant de partir, Gaby a dit aux instructeurs qu'il était préoccupé par le poids de Tina. Il l'a trouvée trop légère, alors il a dit que pour l'aider à arriver jusqu'au fond et à réussir à descendre, il avait besoin de lui mettre un poids de 9 kilos. Les instructeurs ont acquiescé et lui ont mis le poids et ils ont finalement plongé. Juste après avoir plongé, Gaby et Tina sont remontés à la surface car Gaby a dit que sa montre de plongée avait des problèmes. Ils ont arrangé la montre et sont retournés dans l'eau. À peine 10 minutes après, Gaby est remontée à la surface, mais cette fois seule. Il a commencé à alerter les professionnels que Tina rencontrait des problèmes. Alors, un des instructeurs est descendu rapidement pour l'aider et en arrivant, il a trouvé Tina couchée au fond de l'eau, à 15 mètres du navire, le navire qu'il devait visiter. L'instructeur s'est tout de suite aperçu que Tina ne respirait plus, mais qu'elle avait les yeux ouverts. Il l'a emmenée jusqu'au bateau et a tenté de la réanimer durant 45 minutes, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Tina n'a pas résisté et a perdu la vie. Pour l'équipe, Gaby a donné des explications trop rapides. Il a dit que sa femme avait un problème, il n'a pas réussi à comprendre de quoi il s'agissait, il s'est rapproché d'elle pour tenter de l'aider, mais sans le vouloir, elle a fini par enlever son masque à oxygène, puis après elle a commencé à couler, à cause du poids qu'elle portait. Il n'a pas réussi à la tenir, il est entré en panique et est remonté à la surface pour demander de l'aide. Tout le monde pensait que Tina avait fini par se noyer en perdant son masque à oxygène. Cependant, lorsque son corps a été emmené à l'hôpital, les médecins se sont rendus compte qu'il y avait peu d'eau dans ses poumons. Cela portait à croire que lorsqu'elle a commencé à se noyer, elle était déjà inconsciente et également sans oxygène. La police a donc été appelée pour enquêter. Ils ont commencé à interroger les personnes présentes lors de la plongée ce jour fatidique. Et la majorité a dit ne pas avoir vu grand-chose car Gaby et Tina étaient loin. Comme je vous l'ai dit, Tina a été retrouvée à 15 mètres de distance du navire où il devait être. Tout le monde était proche du navire pour l'admirer, le visiter. L'unique information que les autres plongeurs ont donnée est qu'elle trouvait le comportement de Gaby très étrange à partir du moment où il a vu le corps de Tina et qu'il s'est rendu compte qu'elle ne survivrait pas. Le comportement était étrange car il n'a pas pleuré, il ne paraissait pas préoccupé par la situation. Il semblait calme et tranquille, il faisait quelques bruits étranges. Gaby a donc été interrogé et il a donné une version plus détaillée à la police. D'après lui, ils seraient remontés à la surface pour mettre la montre en marche, ils sont retournés sous l'eau et sont entrés dans un courant assez fort qui les a poussés loin des autres plongeurs et du navire où ils devaient être. Il a dit qu'à ce moment, Tina a commencé à lui signaler qu'elle avait un problème, elle a pointé son doigt en haut pour l'informer qu'elle voulait remonter à la surface. Il lui a dit de mettre de l'air dans le compresseur de flottabilité pour qu'elle remonte à la surface. Cependant, malgré plusieurs tentatives, elle ne remontait pas à la surface. Donc, il a tenté de la pousser vers le haut et accidentellement, elle a fini par perdre son masque à oxygène.
Il a ensuite dit avoir tenté de la lâcher pour lui remettre le masque à oxygène, mais à ce moment, elle a commencé à couler rapidement à cause du poids de 9 kilos. Il a tenté de l'atteindre, mais il a dit ne pas avoir réussi car elle coulait très rapidement. Alors, il est entré en panique et la seule chose qu'il a trouvé à faire était de monter à la surface et de demander de l'aide. La situation était très étrange, principalement car Gaby ne paraissait pas inquiet et s'importait peu de la mort de sa femme. Mais malheureusement, les policiers n'avaient aucune preuve qui portait à croire qu'un crime avait eu lieu. Alors l'affaire était considérée comme un accident. À l'enterrement de Tina, le comportement étrange de Gaby a continué. Il discutait avec les invités comme si tout allait bien, il a même fait quelques blagues sur le corps de Tina qui était à côté. Et tout le monde a trouvé ce comportement étrange et très insultant. Quelques jours après, il a envoyé une photo de mariage aux parents de Tina avec la phrase suivante en légende. « Qui est cette personne sexy à côté de Tina ? Ah, c'est moi !» La famille de Tina a trouvé tout cela extrêmement irrespectueux et ils étaient convaincus que Gaby avait quelque chose à voir avec la mort de Tina et que ce n'était pas un accident. Alors, ils ont commencé à mettre la pression aux policiers pour considérer l'affaire comme étant un homicide et non pas un accident. La police a interrogé Gaby à plusieurs reprises et ils ont commencé à comprendre qu'à chaque fois, il changeait quelques détails de l'histoire. Au total, il a donné 6 versions différentes des faits. La police a commencé à détecter certaines incohérences et en prenant en compte sa déposition et celle des autres plongeurs. Par exemple, Gaby a dit qu'au moment où Tina a commencé à couler, il a tenté de l'atteindre mais n'a pas réussi et est remonté pour demander de l'aide. Puis, dans une autre version, il a dit qu'avant de monter à la surface, il a demandé de l'aide à d'autres plongeurs qui étaient proches d'eux, mais cela ne concordait pas avec la déposition des autres plongeurs qui disaient que le couple était beaucoup plus loin. Aucun plongeur n'a confirmé la version de Gaby. En analysant la montre que Gaby utilisait, ils ont constaté qu'il est remonté à la surface une fois que Tina était au fond de l'eau de manière très lente. C'est comme s'il prenait tout son temps pour remonter à la surface. Cependant, il s'est défendu en disant que la montre était cassée et qu'auparavant il avait déjà rencontré des problèmes avec sa montre. Il était déjà remonté à la surface pour la régler, donc d'après lui, la montre ne marque pas le bon timing. Un autre élément qui a alerté les policiers et que d'autres personnes qui plongeaient ont dit avoir vu au loin Gaby faire un énorme câlin à Tina avant qu'elle ne coule. Cela est très étrange car d'après les autorités, au moment où il l'aurait embrassée, il aurait pu saboter l'oxygène en tirant son masque par exemple, ou bien il aurait pu la rendre inconsciente. Et cela expliquerait pourquoi il n'y avait quasiment pas d'eau dans ses poumons. Malgré tous les soupçons sur Gaby, les autorités n'avaient aucune preuve concrète contre lui, qui prouverait que c'est lui qui a enlevé la vie à Tina. Il a donc été libéré, l'enquête a suivi son cours mais rien n'a été trouvé. Pendant ce temps, il a essayé d'obtenir l'assurance vie de Tina, mais elle n'avait pas encore désigné son mari comme bénéficiaire unique de son assurance vie. L'assurance était encore au nom de son père, c'est donc son père qui a perçu cette assurance vie. Gaby a même tenté d'avoir recours à la justice pour obtenir l'argent de l'assurance vie, mais il a perdu. 2 années se sont écoulées et en mars 2005, Gaby était encore en recherche d'argent. Il a donc sollicité une action légale au tribunal du comté de Jefferson en Alabama pour récupérer l'argent du voyage. Il demandait à ce que son assurance voyage le rembourse, car étant donné que le voyage a été problématique, Tina a perdu la vie, il voulait qu'on lui rembourse tous les frais que cela a engendrés. Il a demandé 45 000 $ pour la mort accidentelle de Tina et une indemnisation pour l'interruption du voyage, les dépenses médicales, les appels, taxis et les autres extras. Il a également demandé des dédommagements pour dommages mentaux. Mais cette action en justice a été jugée comme étant sans fondement en mai 2008 et Gaby n'a rien gagné. Lors de cette même année, en 2008, Gaby s'est remariée avec une femme se nommant Kim, qui était une ancienne camarade d'école. Un autre fait bizarre s'est produit durant tout ce temps. Les parents de Tina se sont rendus compte que toutes les fleurs et cadeaux posés sur la tombe de leur fille disparaissaient. Ils l'ont donc signalé aux autorités. La police a décidé d'installer des caméras de vidéosurveillance pour voir ce qu'il se passait. Et en regardant les images, ils ont vu que Gaby se rendait sur la tombe de Tina et prenait tout ce qui se trouvait sur la tombe pour les jeter à la poubelle. Lorsqu'il a été interrogé sur ce point, il a dit qu'il faisait ça car il savait que Tina n'aimait pas les fleurs en plastique. 6 années se sont écoulées et rien ne se passait. Tout le monde pensait que l'affaire allait être classée comme étant un accident, mais tout a changé en 2009, car les autorités ont finalement accusé Gaby pour l'homicide de Tina. Il a donc été arrêté et jugé. Le jugement a eu lieu le 5 juin 2009 en Australie.
Il s'est déclaré innocent pour l'homicide prémédité, mais il s'est finalement déclaré coupable pour homicide involontaire. Mais les policiers n'avaient pratiquement pas de preuves contre lui, mais c'était étrange de dire qu'il n'a pas pu aider sa femme alors qu'il était considéré comme un plongeur professionnel. Il a lui-même dit avoir fait plus de 50 plongées. Il y avait aussi sa montre ou encore le doute de savoir si elle était morte noyée ou pas, car elle avait peu d'eau dans les poumons. Il y avait le comportement étrange de Gabi et sa volonté de récupérer l'argent et le fait de jeter les fleurs de la tombe de Tina. Tout était basé sur la méfiance portée sur Gabi et il a finalement été déclaré coupable, mais pour faute de preuves, il a reçu une peine très faible d'à peine 18 mois. La famille de Tina était furieuse car justice n'avait pas été rendue. Pour eux, Gabi était le coupable et méritait une peine beaucoup plus élevée. Il a été convenu qu'une fois la peine des 18 mois de prison accomplie, Gabi serait renvoyé en Alabama pour être jugé de nouveau. Car il pensait que le crime était prémédité. Après sa peine, il a été transféré, a été jugé et lors de son deuxième jugement, 2 médecins spécialisés en plongée ont témoigné en faveur de l'accusé, en disant que Tina, une plongeuse avec peu d'expérience, ne devrait pas s'aventurer dans ce type d'endroit pour plonger, car cette région est considérée comme très dangereuse pour les débutants. Ils ont également parlé de la montre de plongée en disant que ce n'était pas une montre précise et qu'effectivement elle pouvait tomber en panne ou bugger et ne pas calculer le bon timing. Donc impossible de savoir si Gabi a pris du temps à monter ou pas pour alerter. Donc faute de preuves et avec le témoignage de ces 2 médecins, Gabi a été considéré innocent en Alabama et a été absous pour faute de preuves. Évidemment, la famille de Tina n'était pas satisfaite du verdict final, mais malheureusement il n'y a plus rien à faire. Gabi a continué sa vie normalement avec sa nouvelle épouse, sa nouvelle famille. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire en barre des commentaires. Pour vous, est-il coupable ou innocent? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être alerté de la prochaine affaire.